Bonjour à tous et à toutes et merci d'être avec nous pour cet après-midi de travail de l'Université du Changement en médecine, UC2M, notre UC2M, et notamment pour cette réunion nationale que nous faisons. Nous avons eu une matinée de travail autour de la recherche et nous avons également reçu la directrice générale de l'organisation des soins, Marie Daudet, et les responsables des fédérations notamment et des associations. Nous poursuivons donc nos travaux cet après-midi. Nous sommes heureux donc de vous accueillir et d'accueillir surtout nos invités de la séquence de l'après-midi. Oui, donc le fil conducteur de la journée, c'est toujours les grands projets en santé, qu'ils soient organisationnels, scientifiques, architecturaux, on le verra tout à l'heure, et puis voilà, en termes d'entreprise, de grands projets. Et donc on débute notre après-midi avec donc vous trois, Élodie Chapelle, vous êtes la cofondatrice de Elixir Health et la vice-présidente de France Biotech, Charles Ferté, Chief Medical Officer de Résilience, et Franck Lewey, cofondateur de l'IFEN. Donc vous êtes tous fondateurs ou représentants de start-up ou entreprises innovantes en santé. Je ne sais pas, on verra ce que vous préférez comme définition. Et donc l'objectif, c'est de voir avec vous comment vous aussi, vous participez à développer, à accélérer des grands projets dans le secteur de la santé, et en quoi vous êtes, je pense, aussi maintenant indispensable justement pour cette vitalité, le dynamisme du secteur. Donc, on va d'abord vous demander d'intervenir chacun pour présenter vos startups, ce que vous faites, quel est le projet derrière ces entreprises. Et puis ensuite, on aura des questions, et aussi avec la salle. Et à distance, vous pouvez aussi poser vos questions, mais je pense plutôt par écrit. On les lira aux intervenants. Voilà. Oui, nous saluons celles et ceux qui nous regardent à distance, et nous vous saluons également de la part des deux autres coprésidents, Dominique Mène qui est avec nous et Jean Sibilia. Peut-être que... Et j'anime donc ce débat avec Victoire, voilà. La directrice de l'UC2M, Victoire Morel. Peut-être que Élodie Chapelle, vous pouvez commencer. Merci pour cette invitation à échanger. Effectivement, je suis la CEO d'Elixir Health. Donc, nous, on travaille sur les parcours d'infertilité. L'infertilité, globalement, souvent je dis, c'est une des deux grandes menaces pour l'humanité. On a le réchauffement climatique d'un côté, l'infertilité de l'autre. Parce que si on regarde la dégradation des gamètes au niveau mondial dans les méta-analyses, on voit globalement qu'à partir de 2050, la moitié de l'humanité sera considérée comme infertile. Et ça, c'est souvent une réalité qu'on a du mal qu'on connaît pas. Le président le président de la République avait pris la parole l'année dernière sur ce sujet, justement en voulant lancer un grand plan sur l'infertilité, parce que cette réalité-là nous rattrape, et que concrètement, ça crée quoi dans les centres de procréation médicalement assistée? Des files d'attente, de l'insatisfaction de la part des patients. Parce qu'une fois qu'on est déclaré comme infertile et qu'on rentre dans un parcours médical, les taux de succès sont souvent pas ceux qu'on imaginait dans la population générale, puisque un parcours PMA en moyenne, c'est 4 ans, et à l'issue des 4 ans, on a encore 40 à 50% des couples qui n'ont pas d'enfants. Donc il y a un vrai enjeu de travailler sur comment on fait pour moderniser cette médecine-là, lui apporter des nouveaux outils pour arriver à accélérer ces parcours. Et avec Elixir, on travaille notamment sur la personnalisation des traitements, et on développe des algorithmes d'IA pour permettre à chaque patient d'avoir le traitement qui a le plus de chances de fonctionner. On parle de combien de couples, de femmes et de couples? En France, on est environ à 200 000 tentatives par an. En Europe, 1 million. Il y a des endroits du monde qui sont moins développés parce qu'il y a en termes de nombre de tentatives, parce qu'il y a une grosse barrière à l'entrée financière. Donc typiquement aux États-Unis, alors que leur population pourrait être équivalente, on a 3 fois moins de cycles de fécondation in vitro qu'en Europe. Mais c'est un enjeu politique, parce que c'est un enjeu économique, c'est un enjeu géopolitique de maintenir sa population, de la développer. Et on voit par exemple que dans le cadre de la présidentielle américaine, c'est un vrai sujet de débat entre les candidats. Est-ce qu'il faut rembourser notamment la PMA dans les différents États américains ou pas ? Et donc voilà, c'est pour ça que ce sujet-là... Par curiosité, parce qu'on fait aussi un peu de politique, j'imagine que les démocrates sont plutôt pour et les républicains, notamment celui-là, plutôt contre, c'est ça ? Alors, pour le coup, Trump a dit que lui rembourserait la PMA parce que... oui. Donc, les sujets se déportent
plus probablement, enfin les sujets plus clivants ce sont plus autour typiquement de la gestation pour autrui et de l'interruption de grossesse ou de l'IVG, moins sur la PMA. Et après c'est l'enjeu de combien on consacre en termes de budget public à ce sujet-là. Mais globalement, des grands pays aussi comme la Russie ou la Chine, grands pays démographiquement, sont face à une chute démographique très importante et ils subventionnent de plus en plus les sujets de la fertilité parce qu'ils essayent d'enrayer cette chute démographique-là. Et de manière plus concrète, est-ce que vous pouvez j'avais 2-3 questions, nous expliquer concrètement donc quel est l'outil, enfin le produit que vous proposez, donc qu'est-ce que c'est concrètement et comment est née l'idée de monter ce projet et est-ce que vous êtes parti, vous êtes bien revenu sur le contexte et l'urgence d'agir, mais est-ce que vous êtes parti parce que vous avez été interpellé par les besoins des patientes, enfin c'est les couples ou les femmes, ou des soignants qui eux disaient on a besoin d'être accompagnés pour mener mieux notre travail? Alors nous, on attaque les deux versants, à la fois côté patient et à la fois côté professionnel. Le premier produit qu'on a développé, c'est une plateforme qui permet d'améliorer la coordination des soins, donc qui est destinée aux hôpitaux, publics ou privés. Et l'enjeu, c'est justement de faire gagner du temps aux soignants, aux équipes administratives, médicales, sur des tâches qui peuvent être automatisées, pour qu'ensuite elles puissent retrouver du temps de qualité, soit de discussion avec le patient, soit prendre plus de patients, puisqu'on a ce sujet de file d'attente. Typiquement, en Ile-de-France, pour faire une autoconservation ovocytaire, il faut 24 mois. Donc c'est quand même très très long. Donc voilà, le premier enjeu pour nous, c'est faire gagner du temps et aussi faire baisser les risques d'erreur associés au traitement et donc fiabiliser les parcours. Ensuite, donc ça c'est notre premier produit. Le deuxième qui est de la recherche aujourd'hui, donc on travaille avec une équipe de l'INRIA à Montpellier qui s'appelle Prémédical. Le deuxième sur la personnalisation des traitements. En fait, c'est vraiment né sur l'idée de, quand on discute avec un gynécologue sur comment il prend sa décision la première fois qu'il voit une patiente en termes de traitement, on voit typiquement qu'on est vraiment dans un type de réflexion qui pourrait être augmenté par de l'IA parce que il va essayer de dresser des hypothèses à partir de ce qu'il connaît d'une patiente qu'il voit en fait pour la première fois, avec parfois des antécédents qui sont assez mal remplis dans les dossiers patients, etc. Et à partir de ces hypothèses, ce que le cerveau humain est capable de garder comme hypothèse en tête, il va se dire ok, c'est tel et tel traitement qu'il faut appliquer. Parfois eux-mêmes en parlent comme étant la première tentative comme étant des brouillons. Et donc on a cette idée-là que la première tentative, c'est avant tout un essai. Or, il y a des gens qui arrêtent après la première tentative parce qu'un parcours de PMA, c'est lourd psychologiquement, physiquement. Il y a beaucoup d'espoir qui est mis et souvent déçu puisqu'elle échoue à 70% cette première tentative. Et c'est pour ça qu'on s'est dit que rationaliser cette première tentative en apportant toute cette connaissance qui n'est pas disponible aux médecins, ça lui permet d'avoir une aide à la décision, c'est-à-dire à la fin, c'est toujours lui qui prend la décision, bien sûr, parce que c'est lui aussi qui voit la patiente, mais ça lui permet d'avoir des dizaines de paramètres en plus et que une machine l'aide à comprendre mieux la biologie de la patiente par rapport à des grandes bases de données que nous, on va les traiter en amont. Biologie, la réalité de la vie de la patiente, voire du couple. Enfin, donnez-nous peut-être encore un petit peu plus d'explications. C'est à la fois, on comprend bien les enjeux, ça c'est clair, mais peut-être dans le détail ce que réellement vous apportez et en quoi c'est un projet, puisque c'est notre réflexion, en quoi c'est un projet, vous apportez une aide effective à une grande question qui se pose. En fait, c'est ça notre affaire. Oui. Alors en fait, nous, ce qu'on va regarder en données de sortie, c'est le nombre d'ovocytes qu'on obtient à l'issue d'une stimulation ovarienne. Donc une fécondation in vitro, c'est on prend des gamètes féminins, des gamètes masculins, mais on va essayer de maximiser le nombre de gamètes féminins qu'on obtient en stimulant l'organisme de la femme. Nous, ce qu'on essaye d'améliorer, c'est cette
ce paramètre-là, parce que plus on a d'ovocytes à l'issue d'une tentative de fécondation in vitro, plus on a de chances d'avoir des embryons et plus on a de chances d'avoir une grossesse. Parce que on peut imaginer qu'en fonction de l'âge, si on a 10 ovocytes, on aura 5 embryons, on aura 2 embryons viables et on aura peut-être une grossesse. Bon, ça dépend de beaucoup de paramètres. Et donc nous, on s'est concentré sur cette donnée de sortie-là, aussi parce que tous les gynécologues la recherchent, c'est-à-dire ils veulent tous maximiser l'impact de la tentative tout en restant dans des marges de sécurité, parce qu'on peut aussi hyperstimuler la patiente, enfin il y a d'autres enjeux en termes de risque. Donc ils cherchent tous cette donnée de sortie-là, et aussi par rapport à d'autres sujets en PMA, c'est éthiquement peu sujet à débat. C'est-à-dire que tout le monde cherche ça. Ça n'implique pas qu'on ne va pas transférer un embryon, par exemple. Voilà, c'est une donnée qui, éthiquement, fait consensus. Voilà. Et donc, c'est vraiment la première chose dont ils ont besoin. C'est pour ça qu'on a développé en premier ces algorithmes-là. Il y a aussi donc par rapport aux paramètres, donc il y a des enjeux de biologie, donc notamment de réserve ovarienne, de glycémie, de paramètres liés à la thyroïde, qui vont être dans les grandes bases de données, dans les dossiers patients. Il y a aussi les antécédents des patients. Et typiquement, si la patiente a une endométriose, sur les ovaires, si elle a une adénomiose donc dans l'utérus, quel est l'impact de tel ou tel traitement? Est-ce qu'elle va plus ou moins bien répondre? Quelle dose il faut lui administrer? C'est à ces questions-là qu'on répond, en fait. C'est un secteur qui est... vous allez voir pourquoi je vous pose la question, mais c'est un secteur qui est très, très régulé, très normé, très... j'imagine, non? Je ne sais pas. C'est un secteur... Alors, la santé en général, on en parlera peut-être. Oui, on en parlera. Donc, moi, j'ai été aussi côté régulateur, parce que j'ai été à l'agence du médicament avant. Vous êtes directrice d'hôpital, de formation. Au tout départ, je suis directrice d'hôpital, donc j'ai été aussi directrice à l'agence du médicament. Je comprends les contraintes du régulateur. C'est-à-dire, je comprends et j'intègre, la nécessité de développer des produits qualitatifs et sûrs pour des patients. Donc ça, c'est des choses que... et je pense que souvent, il y a une forme de méfiance vis-à-vis des entreprises de la santé de la part du public là-dessus. En général, quand on se lance dans un secteur aussi difficile en entrepreneuriat que la santé, c'est quand même qu'on a une motivation qui n'est pas celle de faire d'énormes profits comme peuvent le penser les interlocuteurs publics. Ça, c'est déjà très important. Je pense qu'en termes de relations, et si je devais donner qu'un seul conseil en général à l'ensemble des acteurs de la santé, c'est de ne pas projeter de la malveillance sur l'autre, parce que globalement, on vient tous avec une motivation qui est de changer quelque chose en positif, d'avoir de l'impact positif sur le parcours de soins. Ça, c'est vraiment important, parce que la régulation, elle est énorme. Il y a une régulation côté européen pour mettre un dispositif médical sur le marché, parce que c'est un produit de santé. Le parcours est très long, il coûte très cher, donc ça veut dire qu'il faut aller chercher beaucoup d'argent auprès d'investisseurs pour pouvoir se dire un jour je mettrai un dispositif médical sur le marché. Et ça, en fait, c'est que la première étape, parce qu'ensuite, souvent, dans des modèles comme le nôtre, où la sécurité sociale a une très grande place, et typiquement, nous, on est dans un parcours 100% pris en charge par la Sécu. En fait, les patients attendent qu'ils soient remboursés. À chaque étape, il y a des études cliniques à faire qui coûtent là aussi très, très cher. Et donc, en fait, la régulation est tellement importante que la barrière à l'entrée, elle demande d'avoir énormément de fonds pour aboutir à un patient a entre les mains un produit de santé remboursé par la sécurité sociale innovant. Ça, c'est vraiment des années de développement, d'investissement, etc. Donc la régulation dans notre secteur, elle est vraiment hyper importante. C'est pour ça qu'il faut, au départ, quand on se lance, faut vraiment avoir une conviction très très forte que ce qu'on apporte, ça va vraiment améliorer la vie des professionnels de santé et des patients, parce que sinon, il vaut mieux aller vendre de la lingerie sur Internet, je pense. Merci. Disons que ça drive plus naturellement les gens. On va peut-être passer la parole... alors, Franck Louet, vous êtes à côté de moi.
pareil, même exercice de présenter l'IFEN, comment c'est né, les objectifs. Et puis après, vous aussi peut-être, mais on aura une discussion plus large en effet sur vous aussi, ce que vous percevez de l'écosystème, de la régulation, comment on peut innover en santé. Oui, comment on réussit son projet et comment on peut aussi le foirer. Oui, donc moi je suis un ingénieur de formation, je viens pas du tout du monde de la santé, j'ai pas la chance d'avoir de la famille dans le secteur. Donc voilà, je travaillais dans le marketing digital. J'ai fondé une société qui s'appelle Criteo, qui est devenue un des leaders mondiaux du ciblage publicitaire en ligne. Criteo. Le ciblage publicitaire en ligne. Donc là, la pub personnalisée sur Internet. C'était vraiment une très grosse réussite, hein, je crois. C'est une des plus belles réussites, non, Criteo ? Oui. Donc c'est une entreprise C'est une entreprise qui est cotée à la bourse de New York depuis 2013, qui est voilà. Et du coup, moi je m'occupais. La capitalisation de Criteo, c'est quoi aujourd'hui ? Ça doit être dans les 3-4 milliards. Ouais. Et donc moi je m'occupais de tous les modèles d'apprentissage statistique, vraiment la partie IA. Et notamment, j'avais ouvert un bureau en Californie pour recruter des talents là-bas qu'on ne trouvait pas trop en Europe. Bref, donc je fais court, et du coup, au milieu de tout ça, je perds ma mère brutalement d'un cancer du poumon, et du coup, je décide d'arrêter pour démarrer une nouvelle entreprise focalisée sur la santé et comment aider le système de santé à s'améliorer avec le digital. Et donc ça, c'était en 2015. Et on a commencé du coup en se disant, l'infrastructure digitale de la santé, c'est pas super. il y a plein de logiciels partout, il y a surtout plein de papiers partout. Comment on arrive à digitaliser tout ça ? Donc on a travaillé dessus et on a créé du coup le premier opérateur français de messagerie sécurisée. Donc aujourd'hui on équipe 800 établissements en France. Donc l'entreprise s'appelle l'IFEN. On envoie 4 millions de comptes rendus par mois à autant de professionnels de santé et de patients. Et donc en fait, ce qu'on essaie de faire, c'est d'utiliser les mêmes outils d'IA qui viennent comprendre le texte. Et ce qui est intéressant, c'est que 80% de la donnée clinique est en fait du texte. C'est les comptes rendus médicaux que rédigent les praticiens. Et donc, vu que c'est du texte, c'est compliqué d'utiliser pour quoi que ce soit en fait d'automatique. C'est pour ça qu'il y a autant de processus à l'hôpital, que ce soit dans le soin, la pression de soins, mais aussi dans la recherche, qui sont extrêmement manuels. Et du coup, le fait de s'attaquer un peu à la source de ce problème-là, dire ok, non, on peut le structurer, ce texte-là, avec grande fiabilité, et les algos d'IA progressent énormément, ça permet d'envisager d'optimiser pas mal de choses dans le soin et aussi dans la recherche. Donc aujourd'hui, on a plusieurs axes de développement. Certains pour optimiser les soins et d'autres plus récents pour la recherche clinique, notamment pour créer des bases de données pour décrire les patients à très grande échelle avec une grande fiabilité. Ouais, allez un peu plus dans le détail peut-être pour qu'on comprenne bien, notamment la première partie. Oui. Sur la recherche clinique, on comprend, mais... Oui. C'est quand même notre grosse actualité sur la recherche clinique. Là, Oui, alors je peux parler des soins d'abord, mais là on a sorti un nouveau produit il y a 1 an et demi qui facilite, en fait, c'est tout bête encore, mais ça montre à quel point on a faux pour essayer, mais qui facilite le rangement des documents dans les logiciels de l'hôpital. Faut savoir que le patient il vient avec sa pile de papier, il y a du fax, il y a du mail, il y a du DMP, il y a plein de choses. En fait, il y a des apps de e-santé, il y a des appareils biomédicaux. Donc tout ça, ça produit de la donnée. Malheureusement, c'est souvent... les logiciels ne sont pas petits entre eux, et donc c'est souvent imprimé, et après, ça disparaît, on ne sait pas trop où ça va. Et donc, on utilise de l'IA, en fait, pour simplement lire les documents, qu'ils soient des images scannées ou des PDF ou quoi que ce soit, et reconnaître ce que c'est, dire qu'est-ce que c'est un compte-rendu de biologie concernant Frank Lewin et à telle date. Voilà. Donc, on vient industrialiser tous ces processus-là qui sont artisanaux, qui sont chronophages, qui génèrent des erreurs, qui génèrent aussi de la dette, parce qu'en fait, quand vous avez 200 secrétaires qui chacune fait de temps en temps une faute d'orthographe ou décide que le nom du document va être un peu différent, en fait, au bout de 10 ans, vous avez n'importe quoi dans vos dossiers patients. Et donc, le fait d'avoir une automatisation de ça fait qu'on va diminuer la dette au fur et à mesure et avoir quelque chose qui est bien meilleure qualité. Et puis surtout, c'est une infrastructure solide sur laquelle, après, on peut plugger
plein de nouveaux processus métiers, que ce soit les checklists préopératoires pour savoir qu'on a tous les documents, que ce soit comment je vais adresser le patient au bon médecin au sein de la spécialité. Voilà, plein de choses qui peuvent être faites parce qu'on a quelque chose qui est digital, industrialisé, sur lequel on peut après rajouter plein de choses. Et ça, il y a combien d'établissements qui sont équipés ? Alors ça, c'est un nouveau produit. Donc là, on a une quinzaine d'établissements. Voilà, on a de très bons retours. Donc on espère qu'on va en déployer ça partout. Et le marché, oui, on peut dire ça comme ça, le marché de la médecine de ville, non, n'est pas... Alors la médecine de ville... Alors, on équipe 20 000 médecins de ville aujourd'hui sur la partie messagerie sécurisée. Sur vraiment le rangement, je pense que leurs besoins sont moins complexes que l'hôpital, donc on est plus focalisé sur l'hôpital, qui est vraiment à un niveau de complexité supérieur. Et sur la recherche clinique, c'est évidemment plutôt les hôpitaux. Ouais. C'est eux qui achètent. Et alors, sur les remboursements, là, il n'y a pas de. C'est l'hôpital qui rachète. Voilà, c'est l'hôpital qui est le client qui achète en direct, ouais, absolument. Et puis alors là, et sur la seconde partie, j'ai vu que vous aviez gagné un appel à projet. Sur la recherche clinique. Absolument. Et lever pas mal de fonds, non ? Oui, en fait, ce qu'on essaie de faire, c'est assez ambitieux. L'idée, c'est on travaille par aire thérapeutique. Donc, on va chercher des experts médicaux sur tel ou tel sujet et qui nous décrivent en fait toutes les variables qui sont pertinentes pour la recherche, donc pour décrire les patients, les parcours, etc. Et ensuite, on va essayer d'automatiser le travail des arcs, en fait. Donc, quand les médecins, les chercheurs font des bases pour comprendre en fait ce qui se passe, souvent, en fait, c'est des personnes qui physiquement vont ouvrir les dossiers un par un et coller ces données-là. Donc, vous imaginez faire ça dans toute la France, tout le temps en permanence, c'est très compliqué. Et donc là, on peut le faire de manière automatique. Ça veut dire moins cher, ça veut dire systématique, ça veut dire temps réel, ça veut dire partout pareil. Et donc, créer des bases potentiellement qui sont d'une qualité et d'une profondeur qui sont inégalées pour donc vraiment avoir un nouvel outil pour mieux comprendre les maladies et faire plus de développement dans la recherche clinique. En sécurisation optimisée. Attendez, on va vous donner un micro parce qu'il y a celles et ceux qui nous regardent. Oui, par rapport aux cyberattaques, qu'avez-vous pu faire en sécurité optimisée ? Alors, c'est toujours un des sujets dès qu'on travaille dans le secteur de la santé, surtout quand on manipule beaucoup de données, évidemment, c'est un sujet central. Donc nous, on investit énormément sur le sujet. On touche du bois, on n'a jamais eu de problème. Mais à la fois, c'est très régulé. On est sur des hébergements spécialisés en France, agréés santé. On est nous-mêmes ISO 27001, etc. On investit beaucoup sur toutes les couches pour s'assurer qu'on sécurise ça au maximum. Et pour l'instant, voilà, on montre qu'on est plutôt fiable. L'un et l'autre, quand on vous écoute, vous n'avez pas de difficulté. On demandera à Charles Ferté également, là, on posera aussi, entre autres, la même question, mais vous n'avez effectivement pas de difficulté à expliquer en quoi vous améliorez les process de fonctionnement de l'hôpital d'aujourd'hui. Enfin, ça paraît assez évident à vous écouter, c'est vrai ? On a des témoignages, notamment sur le produit là, que je décrivais, où c'est des médecins qui nous disent, voilà, vous avez divisé par 3, par 10 le temps d'intégration des documents. On est passé au 0 papier intégral. Et quand vous avez des médecins qui non seulement testent votre solution, témoignent, mais en plus insistent pour former tous les autres services de l'hôpital parce qu'ils sont tellement convaincus, voilà, ça démontre qu'il y a une vraie appétence du produit. Donc, oui, vous voyez où je veux en venir. C'est-à-dire qu'en fait, en investissant, puisqu'on s'intéresse en fait à comment... les grands projets s'installent dans le secteur de la santé, sont à la fois utiles, acceptés, acceptables, etc. C'est que, j'imagine que ça déclenche des dépenses d'investissement, mais de notre côté, on arrive quand même à peut-être rationaliser les processus de production, comme on dit dans l'industrie, grâce à des procédures comme les vôtres, quoi. Oui, alors moi je crois beaucoup, je suis un fervent défenseur. Ça me fait toujours un peu peur quand j'entends le mot grand projet, parce que souvent, ça accouche de pas grand-chose. Moi, je suis très défenseur de regarder dans les détails comment sont utilisées les choses. Souvent, je dis que voilà, un produit qui n'est pas utilisé tous les jours, il n'est jamais utilisé. En tout cas, en médecine, c'est souvent le cas. Voilà, designer un produit, c'est aussi comprendre qui va l'utiliser, qu'est-ce qu'ils font en amont, qu'est-ce qu'ils font en aval, comment on s'intègre avec le reste, comment on s'assure qu'ils pensent à l'utiliser, comment on s'assure que ça marche tout le temps.
Et c'est plein de petits détails qui font que une idée peut être bonne, mais à la fin, ça ne donne rien du tout. Ou la même idée, bien exécutée, ça change la vie des médecins et des hôpitaux. Oui. Vous voulez dire par là aussi que peut-être le secteur de la santé a l'habitude de penser, mais ça c'est peut-être la directrice d'hôpital qui a aussi une analyse sur son passé professionnel, c'est de dire qu'en fait on pense souvent de trop gros projets, tout à fait pensés en chambre, compliqués à organiser, et puis après ça crache parce que c'est trop compliqué, c'est ça que vous voulez dire ? Alors vous voyez de quoi moi je veux parler. Le diable est dans les détails, c'est en fait... de projets qui n'aboutissent pas. Il y a que notre ça. Ami Clément le rappelle souvent. Non, il interviendra sans doute là-dessus. Dites-moi, excuse-moi, quelles sont l'importance de vos boîtes là actuellement, quelques agrégats. Quelques chiffres. Aujourd'hui, on est 150 salariés. On équipe français, on équipe à peu près 800 hôpitaux, 20 000 médecins. 800 hôpitaux. Et que en France, où il y a l'ambition de... Que en France pour l'instant. On a beaucoup de choses à faire pour améliorer la qualité de vie des soignants en France. Et évidemment, on est très, très ouvert à développer à l'étranger, mais ce n'est pas le focus du moment. Et vous ? Pardon. Nous, on est plus jeunes. Donc aujourd'hui, on est une équipe de 15. Et on est déployé au CHU Strasbourg et en train d'être déployé dans 2 cliniques privées parisiennes. C'est pas facile de résister au développement international parce que souvent c'est un truc que les investisseurs demandent assez tôt en fait. Donc c'est intéressant d'avoir ton retour là-dessus sur comment finalement tu as maintenu le focus en France alors que c'est réputé être un petit marché, pas facile, etc. Mais en effet, souvent, tout de suite, et même je me souviens, quand on a commencé, on nous demandait déjà des plans aux États-Unis. Et donc voilà, nous on est focalisé aussi sur la France aujourd'hui, même si on a cette chance d'avoir à côté de nous le marché espagnol qui est un des plus grands du monde sur la fertilité, avec une vraie excellence à la fois scientifique et un nombre de tentatives très élevé, et notamment des couples américains qui viennent faire leur process de PMA en Espagne. Donc c'est une vraie spécificité en médecine au niveau mondial, c'est que le centre du monde de la fertilité est en Espagne. Oui, je l'ai entendu dire ça, mais pourquoi ? C'est un mélange, je pense, entre... ce sont les effets d'écosystème, je pense. C'est quand même aussi parce que, éthiquement, beaucoup de choses sont permises en Espagne, et notamment, il y a des cliniques qui prennent des femmes jusqu'à 50 ans. Ça, c'est quand même une vraie... c'est vraiment unique au niveau mondial. Et ça attire beaucoup de patientes et de couples qui n'ont pas réussi et qui ont des grands historiques d'échecs en fait, successifs dans d'autres pays et qui viennent en Espagne pour ça. Mais aussi, ils ont une vraie excellence scientifique en termes de taux de succès. Ils sont très forts. Et ils ont aussi développé une fluidité dans les parcours de soins qui fait que globalement, quand les couples en parlent, ils sont assez satisfaits, et c'est de la manière dont ça s'est déroulé. Donc il y a aussi une manière de... C'est pour ça que c'est pas anodin, les enjeux organisationnels souvent et les sujets auxquels tu t'attaques toi. Parfois c'est vu comme étant... secondaire, alors qu'en réalité, pour le patient, en termes de vécu, le fait que les choses se passent exactement comme prévu, au moment où c'était prévu, avec les informations parfaitement reçues, intégrées, etc., ça change tout, en fait, au vécu du parcours de soins. Et je pense qu'en Espagne, il y a cette qualité-là aussi qui est reconnue. C'est-à-dire ça va se passer comme c'était prévu de se passer. Et alors, oui, encore une dernière question, après il y en aura d'autres, mais Strasbourg, pourquoi Strasbourg ? Alors je sais que Jean a été très attiré par la même question que moi, pourquoi Strasbourg ? Mais enfin bon. Parce que, moi je suis basée à Paris, mais effectivement mes associés sont à Strasbourg et le projet a commencé avec le CHU de Strasbourg.
Parce qu'il y avait en fait, donc mes deux associés sont alsaciens. Ils se sont rencontrés dans un hackathon qui est organisé chaque année autour de la santé au CHU de Strasbourg. En fait, donc c'est un médecin et un ingénieur en développement logiciel. Et quand ils ont regardé quel service médical avait le plus de besoins auxquels on ne répondait pas par des outils numériques au CHU, c'est le service de PMA qui est venu les voir et qui leur a dit voilà, nous on a ce sujet-là parce que en fait la PMA c'est très pluridisciplinaire et notamment il y a un travail qui est très dense entre le service de gynécologie et le laboratoire de biologie, avec une vraie place du biologiste dans le parcours aussi. Ça c'est assez spécifique. Les logiciels utilisés ont besoin de communiquer entre le service clinique et le labo de biologie. Typiquement, on a toujours besoin de savoir où sont les gamètes et à qui ils sont. Parce que l'identitovigilance, c'est un énorme sujet en parcours de PMA. On ne peut pas se tromper quand on implante un embryon. Et donc, il y avait ce besoin de transmission de données en permanence entre les professionnels et entre les professionnels et les patients qui était particulièrement crucial. Et c'est pour ça qu'en fait, ils ont commencé à développer des logiciels pour le service de PMA. Oui, mais vous travaillez également, pour bien comprendre, parce que c'est compliqué, il faut bien comprendre, vous travaillez aussi avec les médecins de ville, les gynécos de ville, parce qu'ils peuvent travailler en clinique, mais on est d'accord. Oui. Alors aujourd'hui, on travaille aussi avec les médecins de ville. Effectivement, on est en train de se déployer auprès de médecins de ville. Mais il y a toujours un centre, soit privé, soit public, mais hospitalier, dans lequel on va faire l'acte technique. Parce que donc dans un parcours de fécondation in vitro, il faut faire une ponction ovarienne au bloc opératoire. Et donc chacun a ce besoin, aussi ville-hôpital. C'est l'autre type de besoin de communication en permanence. Voilà, c'est là où je voulais en venir, c'est-à-dire le lien ville-hôpital. Et dernière question sur le sujet, enfin pour ma part, c'est est-ce que vous fournissez, grâce à vos outils, des informations aux patients ? Parce que j'imagine, c'est vrai que dans mon environnement, je vois bien à peu près les choses, mais la femme, ou le couple, dans le fond, a besoin d'informations permanentes sur son état, l'angoisse, le truc, que ça marche, que ça marche pas. Aujourd'hui, on a un module d'éducation thérapeutique dans la plateforme. Donc, on a plusieurs modules. Et donc, on s'adapte aux besoins des centres de PMA qu'on va équiper en fonction de ce qu'ils ont déjà. Parce que voilà, l'équipement en logiciel des services hospitaliers, c'est complexe. C'est pour ça aussi qu'on a autant besoin d'entreprises comme l'IFUN. Et donc, en fonction de ce dont ils se servent déjà, nous, on va leur proposer ce qu'ils n'ont pas. Et donc, on a notamment l'éducation thérapeutique parce qu'en effet, un des sujets en PMA, c'est le manque de visibilité, le manque d'informations scientifiques sur le parcours. Et plus on va se développer, plus on va aller vers ce côté améliorer en fait l'auto-management du parcours de soins par le patient, là aussi pour améliorer les résultats. Parce qu'il y a ce désir de la part des couples de pouvoir se donner aussi à soi les meilleures chances et donc se préparer au mieux, être dans les meilleures conditions physiques, etc. pour réussir au mieux son parcours de PMA. Et donc plus on va se développer nous, plus on va aller aussi dans ce sens-là. Et peut-être que ça fait le lien aussi avec Résilience. Moi, j'avais rencontré sur un congrès vos équipes là, de Résilience. Alors évidemment, la télésurveillance, ça nous a paru très évident qu'ici, il fallait que nous en parlions. Et puis après, quand j'ai appris que c'était Charles Ferté, j'ai trouvé que c'était très bien parce qu'on se connaissait. Mais voilà, c'était arrêté là. En sachant en plus qu'en partant ce matin, on avait Nadine Serve-Bensoussan qui est intervenue et en partant qui a dit ce matin, on n'a pas parlé de télésurveillance, de digital. On dit il fallait que vous restiez cet après-midi parce qu'on avait justement le bon intervenant sur le sujet. Que fait Résilience ? Alors, Résilience fait deux choses. D'abord, merci pour les commentaires et pour l'invitation. Ravi de partager avec vous ces retours d'expérience. Résilience, en fait, c'est une entreprise qui a été fondée il y a 3 ans seulement. Donc on est très jeune, mais on a vite grossi puisqu'on est aujourd'hui quasiment 180 personnes. Et Résilience fait 2 choses. Une première chose qui est du soin.
en fait, avec une solution qu'on déploie, qu'on a développée cliniquement grâce à des études cliniques et un fort niveau de preuve. Et je souscris complètement à ce que disait Élodie Chapelle sur l'aspect de la nécessaire régulation, de la nécessaire niveau d'évidence clinique et de pouvoir néanmoins conserver une agilité. Et donc, on fait du soin puisqu'on reconnecte les patients avec leur équipe de soins. Ça permet une diminution des effets secondaires, de la sévérité de ces effets secondaires. Ça, c'est l'impact pour les patients, un bénéfice direct pour le patient. Il y a un bénéfice aussi qui est au niveau du système de soins, et je pense que tous vous ici, dans cette audience, vous allez être sensibles à ça, puisque le système de soins, en fait, est en saturation. Moi, je suis un ancien médecin, cancérologue, oncologue médical, et il ne se passait pas une journée sans que, en fait, on passe notre temps à essayer de chercher des lits pour placer des malades et les hospitaliser. Grâce à cet outil de télésurveillance, on va avoir une diminution des recours aux urgences, une diminution de la durée et du nombre d'hospitalisations. Et enfin, on va avoir une diminution du coût, en fait, associé au système de soins. Donc, c'est un troisième bénéfice pour le système de soins. Donc ça, c'est la partie du soin. Et on a aussi une autre partie qui est contingente à celle-ci, puisqu'en fait, on produit énormément de données. Ces données, elles sont sous la forme de ce qu'on appelle de PRO, donc c'est Patient Reported Outcomes en anglais. C'est sous la forme aussi de toutes les données un peu passives qu'on peut récolter grâce au téléphone portable, donc les données de ce qu'on appelle de phénotypage digital, le nombre de pas que vous avez dans votre téléphone sans même avoir besoin d'une montre connectée. Enfin, on a aussi toutes ces données qui sont sous la forme, cette fois-ci pas seulement d'hôpitaux, mais aussi de tout le process de ville, puisque les patients ils viennent à l'hôpital avec des comptes rendus de biologie notamment, avec des comptes rendus de radiologie, etc. Et donc on les structure aussi grâce à un partenariat qu'on a noué, une société qu'on se rapproche avec des technologies d'IA aussi, qui permet d'analyser et de structurer toutes ces données. Ça permet en pratique aussi d'améliorer grandement l'efficacité de la recherche clinique pour pouvoir permettre notamment de pouvoir prendre des décisions plus rapidement dans les processus d'études cliniques de phase 1, phase 2, phase 3. On est déployé pour ça, pour la partie soins, en France, en Belgique, et on est en train de se déployer en Allemagne, et pour la partie recherche clinique en Europe, et on a déjà des contrats signés et prêts à déployer en ce moment aux États-Unis et Canada. Pour la recherche clinique, l'idée, c'est de recruter des malades, moins de malades ou plus facilement les malades. Parce qu'aujourd'hui, on nous dit finalement qu'on aurait peut-être besoin de moins de malades à recruter pour certains, que l'industrie aurait besoin de moins de malades. Est-ce que c'est vrai ? Ouais, alors je pense que c'est un vœu auquel tout le monde aspire, hein, parce que effectivement on a tous l'envie et le besoin de recruter moins de malades, d'aller plus vite pour démontrer la preuve de l'efficacité. Néanmoins, quand on regarde toutes les études de McKinsey ou bien des grands acteurs de CRO comme IQVIA, etc., on se rend compte que les durées d'études cliniques augmentent et que les nombres de patients par étude clinique augmentent, quelles que soient les phases de développement. Aujourd'hui, en fait, les valeurs ajoutées de ce qu'on propose, particulièrement dans le cadre d'études cliniques, c'est autour de l'aide à la prise de décision autour de la dose du médicament, en fait, qui est quelque chose sur le plan réglementaire. En fait, la FDA et l'IMA ont mis une nouvelle pression assez importante qui est justifiée pour trouver des doses qui soient les plus tolérables au long terme pour les patients. Et c'est là où la force de Résilience, avec un outil qui concentre aujourd'hui une adhérence autour de 87-90% à 12 mois, ça veut dire que les patients remplissent des PRO et des questionnaires et des données passives de manière très importante sur le long terme, permet de capter ces données qui aujourd'hui sont inaccessibles aux acteurs traditionnels des CRO ou de l'industrie pharmaceutique. La question, c'est quand même qu'elles soient utiles aux patients, ces données, enfin ces questionnaires. Absolument. Ouais. La raison pour laquelle les patients adhèrent à l'application, elle est double. La première chose, c'est vraiment l'ADN
de résilience, c'est vraiment le fait qu'on participe aux soins. En fait, on améliore le soin puisque le patient est reconnecté avec son équipe médicale. Le patient arrive très très vite et comprend très très vite qu'il en va de son bénéfice direct, en renseignant ces questionnaires, son soignant, l'infirmière, le praticien va pouvoir avoir une prise en charge plus précoce des effets secondaires et des signes de la maladie avant que ceci s'aggrave. Et la deuxième chose, c'est qu'on porte une attention très importante, et ça a été quelque chose d'assez unique pour Résilience dans le paysage de la télésurveillance, même dans le monde, c'est qu'on a une grosse importance au fait d'apporter toujours plus aux patients que ce qu'on lui demande. Donc on va apporter aux patients énormément de contenu d'éducation thérapeutique, beaucoup de contenu d'information sur sa maladie, les effets secondaires, les traitements, etc., dispensés par des KOL, dispensés par des experts, donc vraiment un fondement scientifique et médical, pas de fake med, et en même temps des supports qui sont vraiment de très haute qualité. Je vous encourage d'ailleurs à les regarder puisque l'essentiel de nos vidéos aujourd'hui sont sur YouTube gratuitement pour tout le monde, hein, qu'on soit malade, aidant ou participant à Résilience ou pas. Et ça, c'est une grande fierté. Oui, alors moi, je les ai vus. Mais je ne sais pas si c'était vous, hein, mais bon, je ne rentre pas dans le détail personnel, mais j'ai vu des suivis de malades. Je ne sais pas si c'était votre produit ou pas, mais j'ai trouvé que c'était... on comprend très vite l'utilité, on voit très bien l'adhésion du patient ou de l'aidant, parce que ce n'est pas si simple que ça. Parfois, quand même, malgré tout, je me suis dit, ouais, il faut quand même avoir un bon niveau, vraiment s'intéresser à son cas, ou un bon niveau, pas médical, mais enfin... c'est peut-être pas donné à tout le monde quand même de répondre à toutes les questions qui sont posées. Je ne sais pas si c'est... Oui, alors nous, c'est vraiment la force du... Enfin, en tout cas, c'est une attention... je pense que Franck disait tout à l'heure qu'il apportait une importance particulière au fait que les outils soient utilisés tous les jours. Je souscris complètement. Et pour pouvoir utiliser des outils tous les jours et que tous les patients les utilisent, il faut vraiment se mettre à la place de tous les patients. Donc, c'est vraiment un travail de chaque instant. Il faut qu'on en vienne à voir comment le système vous a favorisé et les forces et faiblesses du système. C'était peut-être la question qui se pose à vous trois. Alors, Élodie, vous avez commencé un peu à y répondre, mais vous évoluez pour le moment que dans l'écosystème français. Quelle analyse à la fois des forces quand même de l'écosystème, mais aussi peut-être des freins, des faiblesses à la fois en termes financiers, d'investissement, et puis je pense aussi aux réglementaires. Et vous avez peut-être des parallèles à faire avec d'autres pays. Alors il y en a certains qui sont forcément plus montrés en exemple. Comme le temps passe, on va vous faire encore 2 ou 3 autres questions. Vous répondrez à tout. L'accueil des médecins, des soignants et des pouvoirs publics. Que vous a réservé ou peut encore réserver aujourd'hui les soignants, les médecins quand vous arrivez avec vos solutions. Et de manière plus générale, d'ailleurs, je pense à l'intelligence artificielle. Est-ce qu'ils voient ça comme un gros mot, quelque chose qui va venir leur prendre le travail, ou alors au contraire vraiment comme quelque chose qui va les aider? Et Pascal, oui, ton autre question? Et les pouvoirs publics. C'est-à-dire, voilà, en fait, notre idée, c'est de voir comment on peut faciliter et améliorer les choses, parce que nous, ici, on est convaincus de votre utilité d'une manière générale, mais voilà, qu'est-ce qui pêche et qu'est-ce que les pouvoirs publics ont à faire? Surtout dans la période dans laquelle on est, là, en plus, un peu, on s'est dit ce matin, de fragilité sur l'avenir politique potentiel, de dire comment on défend... comment on se met en pole position pour réussir? Je pense que, moi, de mon point de vue, la grande force française, c'est la BPI. C'est vraiment l'acteur qui soutient le plus les entreprises innovantes. En fait, de manière... c'est-à-dire où on voit vraiment l'avantage brut, quoi. C'est-à-dire on sait vraiment à quelle utilité ça répond. Et voilà, je pense que la BPI, c'est certainement l'acteur qui fait le plus pour l'écosystème start-up. Derrière, il faut qu'il y ait une volonté politique, bien sûr. Donc ça, c'est peut-être aujourd'hui, c'est peut-être la question qui se pose, je ne sais pas, pour l'avenir. Est-ce que cette volonté-là de soutenir les entreprises innovantes va perdurer ou pas ? Ensuite, un des problèmes, c'est que typiquement, la BPI, elle ne peut pas investir seule. Donc ça, je sais qu'il y a des entreprises qui peuvent se retrouver en difficulté, notamment quand on fait vraiment de la deep tech. Ça peut être difficile de démontrer, de démontrer
que le produit qu'on est en train de développer, et je ne vais pas parler pour les gens qui font de la biotech, mais c'est vraiment celui qui va arriver sur le marché, parce qu'en fait, ça a le temps de changer 20 fois quand on fait de la biotech, typiquement, avant que ça arrive sur le marché. Et donc là, il faut vraiment des gens qui savent investir sur du long terme, du très long terme, et c'est tout un écosystème autour de ça qui doit se créer. Et souvent, les entreprises, quand elles grossissent, elles ont besoin en fait d'aller chercher des fonds ailleurs qu'en France. Et donc là, ça pose la question de l'équilibre des gouvernances, etc. Donc voilà, sur la force, moi, je trouve que c'est ça. La faiblesse, je pense que tout le monde la connaît, c'est la régulation et le temps que prennent les choses. C'est-à-dire que les acteurs n'ont pas l'habitude d'exécuter rapidement. Même quand on fait des choses sur lesquelles il n'y a pas vraiment d'enjeu financier. Typiquement, partenariat de recherche, des choses comme ça. Certes, ça requiert des financements, mais en fait, on en trouve, c'est-à-dire, et notamment, l'État finance quand même beaucoup la recherche. Et en réalité, ça va prendre quand même énormément de temps parce que culturellement, notamment, il y a une aversion au risque qui est très forte dans la santé et que quand on parle d'innovation, c'est d'abord la peur, d'abord la méfiance qui va s'exprimer avant l'intérêt et la rapidité d'exécution. Et là-dessus, oui, on se fait passer devant par d'autres, et à la fois les entreprises et les États, je ne parle pas que des entreprises, par des États qui vont être plus efficaces, qui ont des process préétablis plus rapides. Et donc voilà, et ensuite, pour les entreprises innovantes qui cherchent des financements, ça va être difficile de démontrer, on en parlait pendant la pause avant, que oui, en France, on est capable de faire des choses rapidement, de mettre des produits rapidement sur le marché, de faire des partenariats de recherche rapidement, etc. Parce que les investisseurs, ils ont plein de contre-exemples, en fait. Donc voilà, ça c'est notre gros frein, je pense, c'est notre capacité à prendre des risques et à agir rapidement de manière rationnelle. Voilà. Moi je trouve les forces et faiblesses du système français, d'abord pour compléter ce que vient de dire Élodie, une grande force, c'est quand même, il faut reconnaître que dans le domaine de la télésurveillance en tout cas, je parle pour ma chapelle, la France est vraiment pionnière. Et il n'y a pas d'autre État dans le monde qui a approuvé et remboursé aujourd'hui des medical devices pour la télésurveillance médicale. Ça ne s'est pas fait sans mal, ça ne s'est pas fait sans effort, et ça ne s'est pas fait sans montrer les preuves, au même titre que n'importe quel médicament, avec les mêmes barrières d'entrée que pour les médicaments. Donc je pense qu'on peut être fier en France de pouvoir avoir un peu l'idée, le pack là-dessus. Il y a une deuxième chose qui est quand même assez fabuleuse en France, c'est aussi pour la génération de l'évidence, c'est tout le circuit qu'il y a avec les données du SNDS, qui a structuré des données que tout le monde connaît, qui est quand même très important. Et là, peut-être premier bémol, c'est que c'est un peu victime de son succès. Aujourd'hui, il y a énormément de demandes au niveau du SNDS, et il y a une sorte de goulet d'étranglement face à l'intérêt que ça porte, qui est porté, et ça peut ralentir en fait la génération de nouvelles preuves, etc. Et pour aller plus vers le réglementaire, je dirais qu'on a en même temps une force en France et en Europe qui est au niveau des RGPD, vous savez, toutes les nomenclatures, la régulation au niveau de l'accès à la donnée. Je pense que ça fera peut-être un bon segue pour Franck après, mais qui nous place un peu dans une position un peu dominante par rapport à l'Asie et aux US, puisque probablement avec un niveau d'exigence plus important. Néanmoins, je pense qu'il faut adapter peut-être le système, en tout cas au niveau de la France, pour permettre en tout cas des essais cliniques décentralisés qui soient plus faciles et plus rapides. Aujourd'hui, vous parliez d'essais cliniques tout à l'heure, c'était une de vos questions. Ça coûte cher, ça demande beaucoup de temps, et surtout, on a besoin de beaucoup de malades. Pour pouvoir accélérer tout ça, on se trouve aujourd'hui avec des problématiques de e-consent, de e-CRF, de e-TFLs, etc.
pour pouvoir faire ça, il faut que les réglementations bougent un petit peu. C'est en cours grâce à des projets de l'Agence d'innovation en santé, de la DGS, de la DGOS, etc. Mais il faut que ça aille peut-être un peu plus vite. Merci. Franck Loé, et puis on prend des questions. Hein, si. Ouais, en fait, non, mais c'est un sujet, je pense qu'on pourra en parler 1 heure, et ce serait qu'une introduction. Je rentre de Cham, c'était la conférence à Chamonix la semaine dernière. Ça fait la 6e année que j'y vais, 6 ans que j'entends il faut décloisonner, il faut aller plus vite et il faut faire plus de prévention. Voilà, je pense que donc, si j'avais été avant, ce serait la même chose. Moi, ce que je constate, c'est que de ma petite lorgnette, c'est que on n'a jamais été autant régulé et la régulation ne fait que s'amplifier. Je ne vois rien qui vient abaisser le niveau de régulation. Moi, je vois l'IA Act qui arrive, le European Data Space, je vois le Data Government Act, je vois le Secnum Cloud, je vois tout ça. Et ça me fait peur. Ça me fait peur parce que c'est pas parce que je veux pas être régulé. C'est que l'Europe se ferme sur elle-même quand tu vois les autres nations, la Chine, les États-Unis, qui eux vont beaucoup plus vite parce qu'ils ont des réglementations qui sont aussi exigeantes, mais je dirais peut-être plus rationnelles, plus fines. Ce que autorise la FDA n'est pas forcément autorisé en France et en Europe. Moi, je pense qu'en termes d'écosystème, c'est un risque important qu'on court. Dans l'innovation, c'est toujours celui qui va le plus vite qui gagne. C'est pas forcément celui qui part le premier, c'est celui qui part le plus vite. Donc, voilà, je m'arrêterai là-dessus. Ouais, moi, je dis à Franck Loé que la directissime du Dru ou la face nord des Grands Jura, c'est dur, à Chamonix. Il y a des questions ? Oui. Il y en a 2. Par rapport au projet et à leur financement, je ne suis pas très au courant des banques qui financent, mais j'ai lu dans des articles France 2030 avec un référent qui est un chirurgien qui est le professeur Albert-Claude Benamou. Et j'ai vu la somme qui devait être de l'ordre de 20 milliards d'euros sur 5 ans. Est-ce que c'est la réalité ? Et vous avez cité tout à l'heure la BPI. Je suppose que c'est, je ne suis pas économiste, c'est la Banque pour l'investissement ou quelque chose dans ce style ? Qu'en est-il des financements respectifs ? Je sais pas. Déjà, je pense qu'il y a... effectivement, en France, on est assez fort pour faire du financement non dilutif. C'est en fait des programmes de financement via la Banque publique d'investissement, BPI France et autres. On est moins fort pour faire... pour financer... voilà, par le marché, faire du vrai revenu d'activité parce qu'on a produit la valeur. Et c'est ça sur lequel on n'est pas très bon. Alors, on a eu le cas de la télésurveillance, mais qui est peut-être une exception qui confirme la règle, mais c'est très compliqué d'avoir du vrai revenu et c'est beaucoup plus simple d'avoir du financement qui ne remplace pas malheureusement le revenu. Enfin, voilà. Allez-y. Non, allez-y. C'était une petite remarque. BPI France investit, mais il devrait peut-être y avoir une obligation quand elle investit aux entreprises qui en profitent pour rester en France un maximum de temps avant d'être attirées et rachetées aux États-Unis notamment, où ils attendent que ça finalement. La RGPD, alors RGPD, effectivement, la France surcontrôle et quand les autres attendent finalement pour faire du business. Mais n'oublions pas que vous parliez d'Asie, le Japon s'est mis à la RGPD grâce aux accords commerciaux finalement qu'on a pu faire avec lui. Et puis c'est vrai que l'échange de données décentralisé, oui, parce que si on ne l'avait pas fait, on n'aurait jamais progressé sur les vaccins contre le Covid. Parce que ce n'était pas en Europe qu'on l'aurait fait. Pardon. Et pour rebondir sur la normalisation, n'oublions pas que c'est une arme commerciale et qu'elle peut favoriser la structuration. Vous parliez de décloisonnement dans la cyber, le numérique, on parle de fragmentation, etc. Mais on se demande toujours si c'est fragmentation de l'offre ou fragmentation du marché.
Et le marché européen, il peut progresser justement avec cette normalisation, sachant qu'on ne ferme pas les frontières, parce que le Buy European Act, c'est que pour les Français, tous les autres ne veulent pas en entendre parler. Ça n'empêche pas l'open bar pour les solutions industrielles étrangères, comme on le fait même dans les satellites, etc., mais à la réglementation européenne avec, comme on dit, ses valeurs, etc. Voilà, merci. Bonjour, Alain Sommer. Alors, excusez-moi, d'abord, je voulais vous dire quelque chose. C'est ce que vous faites, c'est du business process reengineering opérationnel. Et vous êtes la solution à tous les problèmes dont on a parlé ce matin, c'est-à-dire les problèmes de financement. C'est avec des gens comme vous que le coût de la santé va baisser. Parce que vous rentrez dans le métier et vous le rendez plus rapide. Et comme on est avec des charges fixes, forcément, vous baissez les coûts et vous facilitez le financement. Donc, bon, j'ai un certain âge, mais c'était impensable il y a encore 20 ans. Et quand j'ai enseigné ça il y a 20 ans, on me prenait pour un doudingue. Hein. Donc vous êtes vraiment l'avenir de la santé. Alors maintenant, il y a deuxième chose où je me suis senti un peu interpellé. J'ai été 14 ans président d'un truc qui était le comité auprès de l'OCDE, qui est très décrié, enfin qui a été très décrié pour sa puissance. On représentait tous les industriels des pays de l'OCDE et on a fait pendant 14 ans les normes de l'OCDE sur Internet, sur la biotech, sur les brevets, enfin, sur tout ça. Et pendant 14 ans, c'est là où excusez-moi, je suis un peu énervé, je n'ai jamais vu de Français. Je ne dirigeais ce comité que parce que j'étais dans l'industrie lourde, que j'étais médecin et que j'étais neutre. Vous, en tant qu'industriel, vous feriez mieux de vous intéresser à tous les endroits où les normes se font de la façon aussi efficace que le font les entreprises américaines. Et si ça vous intéresse, il y a des livres là-dessus. Notamment, il y a eu 2 ou 3 articles me concernant. On m'avait accusé d'être à la solde de Pfizer ou à la solde de Merck sur ce genre de sujet. Mais je n'ai jamais vu de Français. Excusez-moi, je suis très énervé. Quand vous parlez des normes et quand vous parlez de ce qui se passe à Bruxelles, qui est présent ? Vous avez déjà vu qui est présent ? Allez voir du côté des Américains. Moi, quand je traitais, j'avais le PDG de Merck qui débarquait. Et c'est pour ça qu'on a une supériorité. Donc, si j'ai vraiment un conseil à vous donner, c'est que rien n'est perdu. Si vraiment vous avez des choses à dire, allez vous battre personnellement. Et dernier point sur le financement. La santé a une très mauvaise réputation auprès des investisseurs. D'accord ? Pourquoi ? À cause du temps et de l'incertitude. Ce que disent les fonds, les grands fonds internationaux, c'est premièrement, c'est très lent, en France surtout, et deuxièmement, c'est très incertain à cause du rôle de l'État. Et il y a une espèce de blacklist, c'est-à-dire que les gens vous le disent dans les fonds, hein, ils ne se gênent pas, ils sont prêts à mettre n'importe quoi n'importe où, mais pas dans la santé et pas quand c'est lié directement à l'État. Alors la BPI, elle fait un travail remarquable, mais s'il n'y a personne qui veut co-investir, qu'est-ce qui va se passer ? Ben, rien. Merci. Oui. Alain Sommer a fait du Alain Sommer. Bravo, merci. Concernant ce que... Moi non plus, je ne suis pas spécialiste, mais c'est eux qui vont répondre. Ah oui. Mais non, j'allais dire, les grands fonds, j'en sais rien, je ne les fréquente pas tous les jours, mais enfin, il nous arrive de les voir. Et en fait, c'est vrai qu'ils disent que c'est long, ils disent que c'est peut-être pas sûr, mais qu'il y a de l'incertitude, mais qu'à la fin, il y a quand même un marché potentiel qui ne va qu'augmenter dans la santé. Donc quand même, moi je ne suis pas tout à fait persuadé qu'ils ont une vision aussi négative de notre secteur. Bon, discussion. Oui, juste sur le plan des normes, donc l'Europe travaille sur un certain nombre de normes, comme SecNicLoud, mais j'allais dire c'est une question de survie pour nous,
Parce qu'aujourd'hui, si on veut un jour avoir des opérateurs du cloud en Europe, on lutte pas à armes égales contre Google et les Amazon et compagnie. Donc c'est un des moyens qu'on a trouvé de se protéger. Après, l'Europe, elle essaie d'ouvrir un marché, mais il faut mettre 27 pays d'accord. Donc il y a un peu la somme d'intelligence qu'il faut accorder, mais je pense que c'est des mesures de protection. Après, sur le système de la santé, Nicolas Fourcade avait témoigné il n'y a pas longtemps à une de nos réunions. Oui, les entrepreneurs de la santé ont le moral dans les chaussettes parce qu'il n'y a pas de débouché. En France, on n'est pas organisé pour faciliter l'accès des sociétés, des start-up au marché. Donc, par exemple, l'IFEN, je les ai vus il y a 2 ou 3 ans à Medica. Donc, il y a des tentatives, mais voilà, on a un problème d'organisation pour cet accès au marché. Et le marché, si j'ai bien compris, on fait une étude mondiale sur la télésurveillance, c'est un marché de 300 milliards de dollars. Donc, combien on pèse là-dedans? Donc, c'est un marché à prendre, effectivement. Si vous avez des commentaires à faire, il y a eu beaucoup de commentaires, mais enfin, est-ce que vous avez... il y avait des commentaires et des conseils qui nous ont été donnés, et puis peut-être des remarques derrière ou des questionnements en tout cas. Oui, sur la régulation, on s'organise comme on peut avec les lobbies, que ce sont soit France Biotech ou France Digital ou autres, ou Numéum, pour essayer de nous représenter et peser autant qu'on peut dans différentes instances. Mais ça prend beaucoup de temps. Oui. Donc, en effet, on est nous aussi dans des injonctions contradictoires parce que globalement, tout le monde attend de nous qu'on soit concentré 100% sur l'exécution de ce qu'on fait. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne s'intéresse pas à la chose publique et à la régulation. Et c'est pour ça notamment que je suis vice-présidente de France Biotech et je fais le lien entre les établissements de santé et les startups de la health tech, parce que globalement, ça aussi, c'est un niveau plus micro. Mais c'est vraiment important, justement, de pouvoir travailler sur les barrières culturelles, sur le sujet de l'achat public. On n'a pas évoqué le mot, mais on pourrait parler de la souveraineté aussi. Les Américains, ils sont forts aussi parce qu'ils sont protectionnistes, en fait. Et les Américains, ils achètent américains. Sauf que nous, on n'achète pas français. On ne peut pas acheter français, c'est contraire au droit européen. Ça, c'est un gros sujet. Parce que nous, entreprises, on nous demande en effet de faire avant tout du chiffre d'affaires. C'est ça qui est sain. C'est pas d'être subventionné à l'infini pour des trucs qu'on ne vend jamais. C'est de faire du chiffre d'affaires et de vendre, en fait, de montrer que ce qu'on produit, c'est utile et donc c'est acheté. Sauf qu'en fait, nous, on a et notamment quand on reste en France, quelqu'un a dit il faudrait qu'on nous oblige à rester en France. Je pense qu'il y a un pourcentage substantiel de salariés français. Chez nous, on est 15, c'est 100%, mais de salariés français dans les entreprises qu'on représente. Ça veut dire qu'on n'a pas les mêmes coûts de production qu'un éditeur de logiciels qui paye pas du tout de la même manière ailleurs ses développeurs, par exemple. Donc voilà, il y a aussi un enjeu de comment on fait une fois qu'on a aider des entreprises à se développer, qu'on a parlé à l'infini de l'innovation, c'est important, comment on fait pour la favoriser, comment on fait dans tout début pour faire de la deep tech, voilà. Comment on fait pour que ça arrive sur le marché et que les établissements de santé et en général l'écosystème aient un vrai intérêt en fait à acheter français et comment on gère ce sujet de la souveraineté là sur les achats innovants. Donc il y a des choses sur lesquelles on peut travailler probablement et qui sont prioritaires pour que les entreprises restent en France. Parce que pourquoi elles resteraient en France si elles ne peuvent pas y vendre leurs produits? C'est pas possible. Moi, je vais faire un peu de en même temps. Même si je partage ce que disent mes collègues du prétoire. Je suis un exemple que on peut avoir travaillé et habité et aimé l'environnement rêvé des États-Unis, mais choisir de revenir en France.
choisir de revenir en France parce que en fait, c'est un environnement qui est quand même très très dynamique. Encore une fois, on est le seul pays qui a ouvert au marché la télésurveillance. Je pense qu'il y a quand même des points très très positifs là-dedans. Alors bien sûr, c'est difficile. Tout à l'heure, vous le rappeliez tous les deux. C'est difficile, il faut trouver les niches. Il faut aussi arriver à donner, encore une fois, plus au système que ce qu'on donne, que ce qu'on reçoit. Plus pour le malade, plus pour le système de soins et plus pour l'économie du système en général. Et moi, je suis convaincu qu'en fait, notre légitimité d'acteur de soins, en fait, elle viendra en fait de cette légitimité dans les datas, cette légitimité dans l'utilisation qu'on fera de ces données, etc. Et l'autre chose, c'est qu'on a quand même, bien qu'il y ait les normes, les régulations et les problèmes de financement, un pool de talents en France qui est quand même très important. Donc, plutôt positif de ce point de vue-là. Merci, on vous applaudit. On voulait vous dire que nous, on a été, je crois, tous ici très contents de vous avoir choisi, parce que ça s'est fait comme ça, mais parce qu'on vous avait quand même bien repéré. Et d'ailleurs, c'est pas un prétoire, parce que sinon, on est les avocats de la défense. Oui, on n'était pas à l'attaque, pour préciser. Au contraire, je suis pas un juriste. On pense que vous contribuez à effectivement ce que nous cherchons, c'est-à-dire faire en sorte que les choses soient dites sur comment on dynamise et comment on construit des projets importants, des projets innovants, quels qu'ils soient, enfin bon, de différents types, ce qu'on essaye de faire dans la santé. Donc nous vous souhaitons à vous tous du succès collectif et vous, Élodie, un succès personnel. En plus. 2. Alors faites attention à vous. On t'a oublié. Alors, on va te donner le micro. On est entre nous, vous voyez comme c'est simple. Du burden administratif, que ce soit pour les chercheurs médicaux, pour vous, il y a vraiment... Mais pourquoi vous n'allez pas proposer vos services à ces gens-là ? Parce qu'en fait, ça me fait penser à Calliope, là, tous les consultants qui essaient de se lancer dans Calliope un peu tout seuls, là, ils y perdent leur latin, ils sont à côté de leur pompe par rapport à leurs compétences, etc. Ils passent des heures et des heures, les chercheurs ce matin, des heures et des heures à faire leur dossier administratif. Mais l'administratif, avec des bons outils comme les vôtres, ça doit passer comme une lettre à la poste. Franchement, la BPI doit faire ça. Ils doivent mandater des gens comme vous qui ont cette compétence d'articuler les données, de faciliter, de faire des interfaces, de faire de l'interopérabilité pour faire que ces dossiers administratifs ne soient plus qu'une simple formalité et pas les drues, ou je ne sais ce que tu as cité comme... ou même la façade nord de la Meije, vous voyez. Donc, moi, je pense que là, il y a quelque chose. Je pense que nos instances administratives ont besoin d'être épaulées par des IA ou des acteurs, des start-up. Et il faut que BPI finance en priorité cela. Voilà. Et nous, pour la bonne procédure, on a dit avec Victoire qu'on commençait à l'heure et qu'on terminait à l'heure. Donc, on a terminé. Merci.